il est peu probable que vous soyez passé à côté du phénomène BTS. BTS, c'est un boys band composé de 7 garçons sud-coréens et depuis quelques années, ils explosent tout sur la scène musicale mondiale. 3e artiste le plus écouté au monde en 2021 sur Spotify, le groupe a été nominé pour près de 400 récompenses dans la musique et en a gagné plus de la moitié. En 2019, ils sont parmi les personnalités les plus influentes nommées par le Time. Bref, BTS, c'est un phénomène à part entière. Et si ces chiffres à eux seuls sont impressionnants, un élément en particulier les rend encore plus impressionnants. BTS, c'est un groupe sud-coréen. Et ce sont les premiers coréens à s'imposer autant sur la scène internationale. Si ce n'est pas le premier groupe de K-pop à dépasser les frontières de l'Asie, ils font cependant ce qu'aucun groupe coréen n'a fait avant eux, devenir mainstream. Mais ce que certaines personnes ignorent, c'est que BTS, ce n'est pas juste un phénomène musical. BTS, c'est le fruit d'un plan géopolitique minutieusement construit pour conquérir le monde. Oui, rien que ça. Le groupe fait partie d'une stratégie montée par l'État de la Corée du Sud, dont l'objectif est d'une part de booster son économie, mais aussi et surtout de se tailler une place de choix sur la scène géopolitique internationale. Ce plan avait énormément de raisons d'échouer. Et pourtant, au vu entre autres du succès de BTS, force est de constater que la Corée du Sud a réussi son pari et a conquis le monde entier. Mais alors comment la culture a-t-elle changé la place du petit pays qu'est la Corée du Sud sur la scène internationale? Quel est l'impact économique de tout ça, notamment de BTS? Et vous allez voir que le mot énorme n'est pas suffisant. Bref, je vous propose de venir avec moi dans les coulisses du plan de la Corée du Sud pour conquérir le monde. Petit disclaimer rapide, si vous êtes fan de K-pop ou d'Hallyu plus globalement, vous n'allez probablement rien apprendre dans cette vidéo. Je préfère vous prévenir, cette vidéo n'est qu'une petite introduction sur un sujet que j'ai trouvé fascinant. Mais juste avant ça, si la Corée du Sud est un pays fascinant pour sa musique, pour son économie, elle l'est aussi pour sa langue. Et si apprendre le coréen ou apprendre n'importe quelle langue, ça peut faire peur, il existe un moyen de le faire efficacement et sereinement, et ce moyen, c'est Rosetta Stone. Une application qui permet d'apprendre jusqu'à 25 langues étrangères. Chacun d'entre nous a une manière d'apprendre différente, et Rosetta Stone l'a bien compris. C'est pourquoi vous avez différentes manières de vous entraîner. Les leçons immersives, qui vous permettent de lier des mots et des phrases à des situations, des histoires, qui vous permettent de lire à voix haute ou d'entendre des histoires dans la langue que vous apprenez, mais aussi le compagnon audio qui vous permet d'entraîner votre oreille en écoutant des natifs s'exprimer. En plus de ça, vous pouvez entraîner votre accent pour apprendre à bien prononcer les phrases que vous apprenez. 언제 아침을 드세요? 언제야 아침을 드세요? Rosetta se concentre sur le monde réel, le vocabulaire dont vous aurez vraiment besoin dans la vie quotidienne. Et c'est adapté à vos besoins, selon si vous voulez voyager ou travailler dans le pays par exemple. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Rosetta Stone s'adapte à votre emploi du temps, puisque les leçons durent 10 minutes et que vous pouvez vous servir du site partout, y compris dans les transports par exemple. Si vous voulez découvrir Rosetta Stone, vous avez une remise de 60% sur l'offre Lifetime 25 langues, ce qui vous donne accès à toutes les langues de l'appli en illimité, et tout ça juste grâce au lien en description. Merci à Rosetta Stone, merci à vous et bonne vidéo. Pour que cette histoire ait du sens, il faut que je vous donne un peu de contexte. La Corée du Sud, c'est un pays relativement récent qui existe dans sa forme actuelle depuis 1948. Ça commence assez mal pour lui, puisque 2 ans après son officialisation, il entre dans une guerre destructrice, la guerre de Corée. Cette dernière se termine en 1953 et laisse la Corée du Sud dans un état déplorable. Les infrastructures ont été détruites par la guerre, la pauvreté ravage la nation, l'économie est à l'arrêt et le pays est dépendant d'une aide extérieure, celle des États-Unis. Mais la Corée du Sud ne compte pas se laisser abattre. Et dès les années 60, Park Chung-hee, le président de l'époque, lance un premier plan quinquennal. L'objectif, industrialiser le pays et miser sur les exportations. Pour atteindre cet objectif, l'idée est de faire un partenariat particulièrement étroit entre l'État et certaines entreprises familiales du pays qui, à l'époque, sont assez modestes. Mais l'État compte bien les faire devenir des poids lourds de leurs industries respectives. Et pour ça, ils vont tout mettre en place dans les décennies à venir. Mise à disposition de financements bancaires quasi illimités et très accessibles pour que ces entreprises se développent, l'État empêche littéralement la concurrence et exerce une pression dans le pays pour que les salariés travaillent le plus possible. Et ça fonctionne fort, parce que les entreprises dont je vous parle, qu'on nomme les chaebols en Corée du Sud, ce sont aujourd'hui des entreprises que vous connaissez tous,
dont Samsung et Hyundai par exemple. C'est déjà un exploit. En 20 ans, des années 60 au tout début des années 80, le pays est devenu un géant dans certains domaines avec une économie en croissance, voire en forte croissance. Mais alors, quel rapport avec BTS et la K-pop? Eh bien, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Mais avant, il y a une mauvaise nouvelle. À l'aube des années 80, Park Chung-hee, qui était toujours au pouvoir, est assassiné, ce qui crée une immense instabilité politique. En plus de ça, la Corée du Sud est frappée par une crise financière due notamment au second choc pétrolier. Le pays, qui s'est relevé miraculeusement en 20 ans, vacille. Et il aurait pu tomber et se briser. Mais ce n'est pas ce qui va arriver. Parce qu'encore une fois, la Corée du Sud fait des réformes économiques, s'en sort et retrouve non seulement sa croissance, mais aussi fin des années 80, en 87, elle transitionne vers un régime plus libre. Un président est élu au suffrage universel direct et l'année d'après, en 88, la Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques. Toutes ces bonnes nouvelles donnent à la Corée du Sud un début de crédibilité sur la scène internationale. Sauf que le pays ne le sait pas encore, mais il est au bord d'un changement majeur. Et le point de départ de ce changement majeur, c'est ça. C'est un dinosaure. Jurassic Park 1. Ce film américain, qui sort en 1993, a coûté 63 millions de dollars et en a rapporté 900 millions, dont 600 millions à l'étranger. Pour la Corée du Sud, les revenus du film sont équivalents au montant de l'exportation de 1,5 million de véhicules, domaine sur lequel ils ont pris une place importante. Ça fait réfléchir le gouvernement. Un film, un seul, rapporte autant d'argent, a un impact culturel énorme sur le monde entier. Pourquoi nous, on ferait pas ça? D'autant plus qu'on est dans les années 90 et il y a un truc qui est pas encore très important, mais qui commence à prendre de l'ampleur, c'est Internet. Et là, il va se passer quelque chose. Le 17 mai 1994, le Conseil consultatif présidentiel sur les sciences et la tech présente son plan stratégique pour la croissance des arts visuels de haute technologie. En bref, la Corée du Sud change de stratégie et s'attaque entre autres à la culture. Et vous avez bien compris que quand la Corée du Sud, elle s'attaque à quelque chose, elle ne le fait pas à moitié. Bon, premièrement, vous voyez toutes les mesures prises pour les entreprises des industries lourdes, tous les efforts qu'a mis l'État pour l'industrialisation du pays dans les années 60 et 70. Et bah là, on va faire pareil, mais avec l'industrie des nouvelles technologies et avec l'industrie de l'art. Sauf que cette fois, l'État a un autre avantage. Les chaebols, Samsung, LG, Hyundai, l'État va leur dire « Les gars, on va mettre le paquet sur les industries créatives, est-ce que vous pourriez pas mettre des fonds là, mettre un peu de thunes ?» Et c'est ce qui va se passer. Les gros groupes sud-coréens investissent dans les industries créatives. Et c'est pas une réussite. La plupart ne seront pas rentables, mais leur rôle reste crucial parce qu'ils ont permis à un secteur qui n'existait que très peu en Corée de se structurer. La Corée du Sud fait donc ses premiers pas dans le cinéma, avec les K-dramas. Et c'est aussi à cette époque que naissent les fameuses agences de divertissement qui verront naître les futures stars de K-pop. En gros, une agence de K-pop, c'est un petit peu l'équivalent occidental d'une maison de disques, mais avec un modèle très différent dans le fond et dans la forme. C'est une entreprise qui recrute, forme, produit et gère la carrière d'artistes ou de groupes K-pop et qui façonnent toute leur image publique. Dans ces agences, rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour séduire un public le plus large possible, puisque l'objectif initial de la Corée n'a pas changé, c'est toujours l'exportation. Mais cette fois, ce n'est plus l'export de voitures ou de téléviseurs, c'est l'export de la culture sud-coréenne. Sauf que pour toucher ce large public, et si possible rapidement, il va falloir à produire vite et bien, et si possible faire des tests. L'objectif avant tout, c'est de créer, de fabriquer des stars parfaites qui correspondent aux standards internationaux, mais qui surtout sont remplaçables individuellement, ce qu'on fait bien comprendre aux jeunes recrues durant leurs années de formation dans les agences. Dans cette même logique de faire des tests, les agences de K-pop, mais aussi plus globalement les industries créatives comme le cinéma, vont miser énormément sur un groupe spécifique de personnes, les fans. Les fans sud-coréens participent et co-réalisent presque les œuvres qu'ils consomment. Et ça, ce n'est pas non plus du hasard, parce que ça a deux portées économiques. Déjà, ça permet de réduire l'incertitude des investissements. Les scénarios de K-drama peuvent être réajustés en fonction de la réaction des fans, par exemple. Et ensuite, un chanteur de K-pop n'est pas vraiment un chanteur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le fondateur d'une des plus grandes agences de K-pop, SM Entertainment, qui déclare « Nos chanteurs ne sont pas des musiciens, mais des performeurs qui chantent ». Et en effet, les idols sont
extrêmement polyvalents. Ils chantent, dansent, animent des émissions de télé, font du mannequinat, des collaborations commerciales et l'objectif est bien sûr que l'attachement de la part des fans soit tellement fort qu'ils consomment tout ce que l'idol produit. Ok bon, investissement massif de l'État, stratégie des agences pour produire très vite et très fort des produits culturels aptes à l'exportation, la Corée du Sud a à présent un plan précis pour conquérir le monde. Il ne reste plus qu'à déployer ce plan. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu. L'idée est d'y aller étape par étape, et la Corée du Sud se met donc en tête de séduire d'abord les pays proches géographiquement, comme le Japon. Mais ça va prendre du temps. Bon, déjà la relation entre le Japon et la Corée du Sud, c'est compliqué, étant donné que la Corée a longtemps été colonisée par le Japon. D'ailleurs, en Corée du Sud, les produits culturels japonais sont interdits à cette époque. Mais ensuite, exporter des produits culturels encore au-delà du contexte historique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les films, séries et musiques coréennes font donc leur petit bonhomme de chemin durant les années 90, mais ce n'est qu'au début des années 2000, soit après une petite dizaine d'années d'investissement, que des séries sud-coréennes commencent à vraiment bien marcher. C'est le début de la Hallyu. La Hallyu, c'est un terme assez populaire qui désigne l'engouement envers les produits culturels issus de la Corée du Sud, englobant notamment les films, les séries, la musique, mais aussi plus tard la cuisine et le mode de vie sud-coréen par exemple. En termes de séries, on peut citer notamment un des premiers K-dramas les plus connus, Jewel in the Palace, qui a conquis les pays étrangers asiatiques de Hong Kong à la Chine. Mais malgré tout ça, à la fin des années 2000, le bilan, il est mitigé. La bonne nouvelle, c'est d'avoir réussi à toucher les pays asiatiques. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la notoriété de la Corée du Sud à l'international est encore assez faible. Surtout comparé à ce qu'elle produit déjà dans le reste du monde, en dehors de la culture. Que ce soit par les investisseurs, les politiques ou même les populations étrangères, la Corée du Sud, c'est au mieux méconnu, au pire mal vu. Même si à partir de 2008, la propagation de la culture et notamment de la musique s'accélère en Asie, la Corée du Sud, elle veut toucher le monde entier. Et il y a quelques signes précurseurs. En France, par exemple, il y a déjà des groupes de K-pop qui remplissent le Zénith de Paris en 2011. Mais ça reste des phénomènes qui n'ont pas une ampleur énorme. En tout cas, c'est bien loin de ce que la Corée du Sud vise. Et puis t'as un mec qui est arrivé et qui a tout explosé. Oppan Gangnam Style. Si vous étiez vivant en 2012, vous vous souvenez de cette musique, elle était partout. Mais l'anecdote ultime sur cette chanson, c'est que c'est une parodie. C'est une parodie de la Corée du Sud. Par un Sud-Coréen, mais c'est une parodie de la Corée du Sud. Psy évoque le fait d'être sage le jour et fou la nuit, faisant un pied de nez à la culture ultra compétitive de son pays, et il parodie les riches du quartier le plus aisé de Séoul. Imagine, ça fait 20 ans maintenant que t'as mis tous tes efforts pour exporter ta musique, pour en faire un produit culturel respecté, pour te faire respecter en tant que pays sur la scène internationale, et le mec qui perce partout dans le monde, c'est un mec qui se fout de ta gueule. Mais par chance, les occidentaux ne parlent que très peu coréen et en Occident, peu de gens vont vraiment comprendre le sous-entendu. Ça devient plus une tendance omniprésente à l'époque, notamment en France, mais aussi partout ailleurs. Et mine de rien, derrière son air innocent, cette chanson ouvre la porte à ce qui va suivre. Dès les années suivantes, BTS notamment commence à avoir ses premiers succès. En 2014, le groupe rentre pour la première fois dans un classement d'albums international, le Billboard World Album Chart. Et petit à petit, ça s'accélère. Des groupes commencent à avoir de la reconnaissance à l'international, des fan clubs se montent un peu partout dans le monde, notamment en France. Et puis arrive 2017. Et 2017, c'est l'année où BTS va définitivement tout exploser. Mais cette explosion, quand on y pense, elle était loin d'être garantie. Certes, la Corée du Sud a mis énormément d'efforts pour exporter sa musique. Certes, il y avait du budget, il y avait un plan, c'était préparé. Mais quand on y pense, c'est pas si évident que ça qu'ils aient réussi à pénétrer l'Occident. C'est un pays qui est déjà super loin géographiquement de nous, mais c'est aussi un pays avec qui on ne partage pas grand-chose, que ce soit au niveau des valeurs, des modes de vie, et surtout ça peut vous paraître insignifiant, mais en Occident, on connaît pas le coréen. On partage même pas le même alphabet. Alors même si aujourd'hui la culture de la Corée du Sud est partout, c'est acté et c'est normal, la question reste légitime. Pourquoi ça a plu? Comment ça se fait que ça ait marché? Que le public occidental, et notamment français, est accroché à cette culture?
Il n'y a évidemment pas une seule réponse à apporter à cette question, mais on va essayer de citer quelques éléments. La première chose, c'est que si en effet la culture sud-coréenne était très nouvelle quand elle est arrivée en France, il y avait une autre culture lointaine géographiquement, culturellement et linguistiquement qui avait déjà une grande place, le Japon. Goldorak, à toi de jouer. Le Japon avait fortement réussi à influencer la France, notamment via les dessins animés. Je vais pas vous expliquer comment et pourquoi dans cette vidéo, sinon ça va devenir méta. La présence d'une culture japonaise a donc pu aider la Corée du Sud à trouver sa place, à paraître moins étrangère aux yeux des Français, même si les deux cultures n'ont rien à voir. Mais il y a un autre fait intéressant. Dans les années 2010, l'imaginaire des Français est influencé par trois puissances. Celle du Japon, on vient de le dire, celle de l'Europe et de la France, parce que géographiquement ça se tient, et celle des États-Unis, qui influe énormément sur la culture française, notamment la culture musicale. Sauf que dans les années 2010, il commence à y avoir un essoufflement de l'hégémonie américaine. Certaines personnes, notamment les adolescents et adolescentes de cette période, commencent à en avoir un petit peu marre. Notamment peut-être à cause de l'omniprésence de la violence et du sexe. Et quand un petit groupe d'adolescents en a un petit peu marre, ça crée une sorte de contre-culture. Et à la base, la K-pop, c'était une niche, une culture pour les gens qui ne se reconnaissaient pas dans la culture mainstream. Cette culture offrait un regard complètement différent sur le monde, et un moyen de se différencier aussi d'une masse, aussi bien d'une masse fan des États-Unis, ce qui était une majorité, mais aussi d'une masse fan du Japon. Mais il y a un dernier élément extérieur dont il faut parler, et sans lequel tout ça ne serait pas arrivé. Grâce, mais aussi au-delà de ses produits culturels, la Corée du Sud a fait quelque chose d'encore plus puissant. Elle a donné une nouvelle image à son pays à l'international. Elle a fait, pardonnez-moi l'anglicisme, du nation rebranding. Tout comme une marque fait évoluer son image, la Corée du Sud a fait évoluer son image aux yeux du monde. Et je vais vous poser juste une petite question à chaud, ne réfléchissez pas. D'après vous, qui est le plus dangereux d'un point de vue militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud? La télévision nord-coréenne a diffusé jeudi des images du lancement d'un nouveau missile géant. Alors évidemment, la Corée du Nord a la bombe nucléaire, mais la Corée du Sud est la 5e puissance militaire au monde, tandis que la Corée du Nord est 36e. Et pourtant, c'est pas un pays qui, à l'étranger pour le commun des mortels, a une image de grosse puissance militaire terrifiante. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas du tout l'image qu'elle veut transmettre. La Corée du Sud a réussi à façonner, d'une certaine manière, les imaginaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a payé. D'un point de vue soft power, déjà, mais aussi d'un point de vue économique. Et tout ça, ça s'est vraiment cristallisé avec BTS. Et oui, parce qu'à la base, tout ça n'avait pas qu'un objectif géopolitique. Il y avait aussi un objectif économique. La Hallyu devait donner une nouvelle dynamique à l'économie de la Corée du Sud. Je vais donc vous donner quelques chiffres, notamment concernant BTS, pour répondre au titre probable de ma vidéo, 0,3%. En 2019, BTS, un groupe de musique, représente 0,3% du PIB de la Corée du Sud. Je parle pas de la K-pop ni du mouvement Hallyu, je parle juste de BTS. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la même importance économique que Korean Air, la plus grande compagnie aérienne privée de Corée du Sud. On estime qu'avant leur pause, le groupe rapportait environ 3,6 milliards de dollars chaque année pour le pays, sans prendre en compte les effets indirects de leur succès. En 2017, 800 000 touristes seraient venus en Corée du Sud grâce à BTS. Ça vous suffit pas? La Hallyu, en 2022, a permis d'embaucher 160 000 personnes, soit 19,6% de l'ensemble des nouveaux employés en Corée du Sud. En 2019, les exportations de produits culturels représentent 12,3 milliards de dollars contre 189 millions en 1998. Entre 1960 et aujourd'hui, la Corée du Sud est passée d'être un des pays les moins avancés du monde à être la 13e puissance mondiale et le 8e exportateur mondial. Mais malheureusement, et pour nuancer, entre 2020 et aujourd'hui, les choses se sont un peu détériorées. Plus globalement, plein d'indicateurs au sein de la Corée du Sud semblent assez inquiétants. Mais ça va largement dépasser le cadre de la vidéo. Pour se recentrer juste sur la culture et pour conclure, la stratégie et l'exécution de la stratégie de la Corée du Sud restent admirables. La Corée du Sud, ce petit pays à des centaines de milliers de kilomètres de nous, a réussi à nous séduire. Et a compris que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en usine, mais aussi en influence sur les imaginaires. Et malgré les difficultés qu'elle rencontre, j'ai l'impression que cette bataille-là, elle ne compte pas la lâcher.